à tous et bienvenue dans ce troisième épisode d'Addicting. Au sommaire, nous nous rendrons à la Convention internationale du tatouage de Bruxelles. En 4 ans seulement, Kim, l'organisateur, a fait de cet événement un incontournable de la scène internationale. Il est certainement le tatoueur français le plus connu du monde, créateur du SNAT, co-organisateur du mondial du tatouage où nous sommes actuellement pour le tournage de l'épisode 4. J'ai bien entendu nommer Tintin. Lui aussi, incontournable de la scène lyonnaise, Mathias Bugot nous ouvre les portes d'Art Tribal. Mais pour commencer, nous nous rendrons chez Léa Naon, à la découverte de ses œuvres, de son univers. Elle nous a reçus chez elle, à Bruxelles, pour une interview en toute sincérité. Vous êtes sur Addicting. Eh ben, je me présente Léa Naon, tatoueur, et je fais des dessins à côté. Voilà. Moi, la manière dont je travaille en général, c'est dans le train, donc ouais, c'est sur mes genoux. J'ai mes carnets de croquis avec moi tout le temps, donc tout se passe dedans. Principalement, tous les vrais originaux des dessins sont dans les carnets de croquis. Donc ça, j'en ai des tonnes, si tu veux regarder dedans après, il y en a quelques années, quoi. Et donc voilà, je dessine tout le temps, mais sur un A4, quoi, tu vois. Et donc ça se passe d'abord là, d'après photo. Mais en général, c'est moi qui prends les photos, c'est en soirée, c'est mes potes, et c'est en noir et blanc quand ils se roulent par terre et que c'est n'importe quoi. Et le plus de photos ratées où tu faisais pas exprès de prendre le mec qui est en arrière-plan qui fait une drôle de tête, c'est celles-là qui sont cool. Donc je fais des zooms et puis je regarde. Moi, il n'y a aucune mise en scène et j'aimerais bien, mais je pense même pas que je serais capable d'avoir le même résultat si je prenais pas de trucs sur le vif, quoi. L'étape photo, elle est un peu obligatoire parce que même si je faisais poser des gens, t'aurais pas les mêmes regards, les mêmes trucs comme ça, tu vois. Parce que quand tu fais poser quelqu'un, bah, ouais, il te regarde, super, mais alors là, les expressions... et quand tu prends des photos dans une fête, tu vois des amis qui ne se sont pas vus depuis 10 ans, ils sont là, ils se prennent dans les bras, juste une accolade, mais sur la photo, tu as chopé à quel point ils se serrent ou pas. Et c'est ça, par exemple, de faire ressentir après... dans un dessin, vas-y, est-ce que c'est vraiment un truc vraiment franc, où ils sont vraiment heureux de se voir, ou c'est juste, ouais, salut, comme ça, essayer de retranscrire ça, c'est le ressenti, quoi, qui est bien. L'idée de garder le croquis comme ça, ça n'a jamais été intentionnel au début. C'est juste que c'est la manière dont moi je dessine et qu'en effet, il y a beaucoup de flemme là-dedans. C'est que voilà, retravailler le truc alors que je le trouve assez cool comme ça, ça renforce pour moi le côté mouvement, par exemple, le côté vivant en fait. C'est que le truc il est pas fini, je fais quand même une ligne plus épaisse pour garder les lignes qu'il faut garder, mais t'en as 15 à côté qui fait que ça vibre un peu. Il y a un côté plus vivant, je trouve moi, qu'un dessin super fini et super léché. Souvent c'est que j'ai raté une ligne et puis j'en refais une à côté et je me dis tant pis, ça fait partie du jeu, quoi. Je suis pas une imprimante, puis je suis pas Photoshop surtout, quoi. Ça peut renforcer plein de choses du dessin, ça peut renforcer un mouvement, ça peut renforcer une expression, ça peut renforcer un côté vachement dur. Après, il n'y a jamais de démarche, c'est jamais vraiment fait exprès. Et je peux jamais trop savoir où est-ce qu'elles vont finir les lignes et commencer, quoi. Puis après, il y a pas mal de flemme où genre, en fait, j'ai pas la place de faire un bras, je le laisse. Ou là, la position de ma main, elle va être chiante, bon, je laisse en croquis. Enfin, je laisse les traits finir, quoi.
J'aime à croire que les gens viennent pas me voir uniquement pour ça, juste parce que c'est un style croquis comme ça, mais parce que quand ils me demandent une nana qui est triste, eh ben je vais pas juste faire une nana comme ça avec une larme qui tombe. Et puis il y a 100 milliards de manières de dessiner une meuf qui est triste. Et tu as des nanas ou des tatoueurs qui dessinent des nanas, on va le dessiner tous différemment. Genre Alix, ça va pas faire la même nana qui est triste que moi, tu vois. Mais on vient me voir pour comment dans ma tête, moi, je vois la tristesse, par exemple. Voilà. C'est plus ça, en fait, ou un couple on me demande souvent des couples qui sont amoureux, tu vois. Alors souvent, on veut juste la pause autant n'emporte le vent, ou alors un baiser ou un truc comme ça, tu vois. Moi, un couple qui s'aime, c'est un couple qui baise, par exemple. Tu vois, donc on évite d'aller jusqu'au porno, tu vois. Mais bon, montrer quand même un truc un peu plus loin, un peu de passion, quoi, tu vois, un truc plus que le baiser figé hollywoodien, tu vois, un truc plus vrai comme ça se passe dans la vraie vie en fait. Donc la représentation du dessin par rapport à ça, ça part de trucs qui sont vachement plus loin que je trouve les flashs habituels de tatou comme ça qui restent un peu dans le propre comme ça. J'aime bien que même le dessin sans le style soit lui un peu crade et brut, quoi, qu'on parle de vraies choses en fait. I'm so glad you all came. Hi and welcome to the 4th International Brussels Tattoo Convention. You are watching Addict Inc. I roll like an e-pill or a slow tumbleweed in a sepia scene in an old western dream. I roll like a halo splatter kill, shattered, tattered, battered bones on the grill. The rhymes we rap aside and left you out of breath. Yeah, I'm Kim. I'm organizing the IBTC, the Brussels Tattoo Convention. And that's it, man. I'm the best beat, 5'3" and you ain't taller if you 10 feet. The world's packed with we started in 2010 in the Tour and Taxi in Brussels because there was not a real international convention in Brussels. Actually in all Belgium there was not a high class level of convention. And I'm a tattoo lover and a lot of friends in the tattoo scene, so I was thinking maybe I should put something up in Brussels to support Belgium, that the artists can come to Belgium too to represent their work in this country. yeah, to your girl you're embarrassing. Every time she's out with you she wanna hide her IBTC got 219 tattoo artists, about 9,000 visitors in the 2 days that passed, but we still have today. And the dates 7, 8 and 9 November next year. Let's kick it one time like an e-pill. I got y'all dancing evil, sorta like Charles Manson. Bounce, but first give me a toast. I ain't modest, motherfucker, I boast. Bounce, 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 bounce. Yeah, to your girl you're embarrassing. Every time she's out with you she wanna hide her marriage ring. I'm a savage thing, you the princess that the carriage brings. Mazel tov, step on your toes, I'm Apollo 11. And you the challengers manage to damage the bringer of massacre, banishing rabbits who can't eat the carrots up your cabbage stuck in how everything that is fit is lavish. What? I thrive off the silence and I dive on the dance floor. The violence of violence, I'm a lion and I roar like fire. I started tattooing back in 1992, 93. Moved out to Vegas for a few years and now I currently reside in Orlando, Florida. I've always kind of done like my style of, I guess what you could say is new school tattooing. It's hard to really categorize my style of tattooing nowadays with so many different types of tattooing, but I would say it's the old new school. Sticking it with the rhymes, you're like Triplus White left. Let's kick it one time like an e-pill. I got y'all dancing evil, sorta like Charles Manson. Bounce, but first give me a toast. I ain't mine. You know, when I started tattooing back in 92, 93, there really wasn't a title of new school. It was just a couple of us, you know, like me, Gunner, Joe Capobianco, Frank Lee, you know, a lot of us at that time started kind of kind of fell into like the new school movement. You know, guys like Tony Ciavaro, you know, we were just young kids doing
cartoons. You know, we were basically taking a traditional style of imagery and just making it more animated. You know, and you know, I'm lucky, you know, fortunate to be kind of a part of that first growth in that. You know, but it's something that I've always really done. You know, that style of artwork. Challenges manage to damage the bringer of massacre, banishing rabbits who can't eat the carrots up your cabbage stuck in how everything that is fit is lavish. What? I thrive off the silence and I dive on the dance floor. The violence of violence, I'm a lion. I wouldn't say that I'm famous in the tattoo industry. I would say that my name is known. I don't really, you know, fame is one, you know, I don't really know about that, you know, like, to consider myself famous in an industry to where it's so growing and so much stuff, I wouldn't say that I'm famous, by no means, no. But first, give me your toast, I ain't modest, motherfucker, I boast. Bounce, 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 bounce. If we're broken back in on your wish list for Christmas, dismiss this. Left with an injury to your neck when you're bobbing your head to this shit. My man Danny that produced this, where it fills up the needle, tap your veins and then induced it. Like Jay-Z, I got the blueprint, stalkerish funk on the strut, leaving my shoe prints. Pink Panther movement, I know they clueless. Like who's this who can certainly rip some of the murderous smooth shit? Oh yes, oh my. I got red eyes and it ain't from a jet flight or a late night. Just been up bouncing for about 6 months, praying in hymns and bowing to my sound systems, chanting in rants on the moons that make werewolves hunt. Oh woo! So you got it like I got it, Fleming Snatcher, call the grimy, call the embryonic addict. So if you're more than grimy and you like to shuffle, I'm let it bounce, baby, bounce and break your neck on the double. Dancing evil, sorta like Charles Manson, bounce. But first, give me your toast, I ain't modest, motherfucker, I boast. Bounce, 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 baby, bounce, baby, bounce. Oui, donc j'ai organisé 2 premières conventions, une en 99 et l'autre en 2000. Les premiers mondiales du tatouage. Je faisais un petit peu partie de... Il y en avait une première convention aussi qui était organisée à l'Élysée-Montmartre. Je crois que c'était en 91 que je faisais un petit peu partie de l'organigramme aussi. Et puis voilà, j'ai fait le mondial du tatouage après 2 années de suite, puis j'ai arrêté pendant 13 ans. Puis je le refais maintenant. J'ai eu envie de le refaire et puis après j'y pense puis j'oublie parce que faut vraiment avoir envie de le faire, c'est vraiment beaucoup de travail et puis c'est surtout Pierrot qui m'a convaincu de le refaire avec lui parce que il est super efficace pour savoir faire tout ce que moi je sais pas faire. Donc moi je sais ramener des tatoueurs, je sais parler à la presse, je sais m'occuper de tous les rapports artistiques avec les tatoueurs. Je sais donner des directions ou avoir des idées ou donner une âme à un truc, mais toute cette partie technique de laquelle il s'occupe, qui est pour moi insurmontable, quoi. Sans lui, je serais incapable de faire tout ce que je fais. Et puis voilà, ça veut dire aussi les gens qui travaillent avec nous, comme Nini par exemple, ou tous les régisseurs qu'on a, voilà, toute l'équipe, c'est un travail d'équipe. Et sans ces gens-là, je pourrais pas travailler non plus, quoi. C'est pas uniquement pour faire du business, c'est aussi pour l'amour de la chose quand même. Je pense que c'est peut-être pour ça que ça se voit et que c'est toujours mieux, c'est que c'est pas une entreprise pour gagner des sous, c'est pas pour ça qu'on fait ça. Si on en gagne, bien sûr, tant mieux, on va pas cracher dessus, mais la raison pour laquelle on fait le mondial du tatouage avec Pierrot, je crois que je peux parler en son nom, c'est pas pour gagner de l'argent. C'est pas ça notre raison. Notre raison, c'est pour faire un beau truc, pour faire plaisir à la communauté, pour aller dans le bon sens de tout faire pour ce qui nous passionne et ce qui nous fait vivre, tout simplement.
la création du SNAT, c'est un rapport avec le fait que on revendique des choses, on a besoin de se défendre d'autres choses et que c'était le moment de le faire et que aujourd'hui fiscalement tu fais de la ferronnerie d'art ou pour des cheminées, tu es un artiste. Tu fais de la photographie, tu es un artiste, tu fais de la peinture sur soie, tu es un artiste, tu fais du tatouage, tu n'es pas un artiste. Bon, je suis d'accord, il y a plein de tatoueurs qui ne sont pas des artistes, mais il y en a plein d'autres qui le sont, donc je trouve ça un peu dégueulasse qu'on n'ait pas ce statut. Et je me bats pour la reconnaissance du statut d'artiste. Alors après, c'est pas une affaire de lutte d'ego, mais tu vois, c'est dingue qu'il y ait plein de gens qui réussissent à critiquer ça, alors que à l'étranger, il y en a plein qui auraient rêvé qu'on fasse la même chose pour eux. Et effectivement, c'est une référence, ne serait-ce que le plus gros syndicat européen après le nôtre, c'est le DOT, le syndicat allemand, fait 100 membres maximum. Au SNAT, on est 1100 membres, même plus, je ne sais pas le chiffre exact, mais on est plus de 1100 membres. Et là, avec les événements actuels, je pense qu'il doit y avoir des cotisations et des adhésions tous les jours. Parce que c'est toujours quand il pleut que les gens se rendent compte que notre parapluie est grand et puis qu'ils peuvent tous venir s'abriter en dessous. Tant qu'il ne pleut pas, qu'il fait beau temps, ça dérange personne de profiter de nos avancées et puis de ne pas être inscrit. Mais le jour où ils commencent à avoir les chocottes pour leur profession, forcément, ils viennent sous notre parapluie. Tous les gens qui sont sortis de chez moi, qui ont un talent, ça par contre j'en suis super fier. Et puis là, autant je vais pas trop te parler de ce que je fais moi, mais par contre, ceux qui ont peut-être pas appris, mais qui se sont perfectionnés à mes côtés, il y a ceux qui ont été mes apprentis depuis le début, puis il y a ceux qui ont juste passé un petit temps, certaines périodes chez moi, ça j'en suis très fier. Que ce soit Blaise, que ce soit Isacha, que ce soit ceux qui sont encore ici, même Maud qui dépote tout, et puis Issa, il y en a eu tellement qui ont bossé chez moi, quoi, donc ça j'en suis super fier, et puis je remarque que c'est pas le cas de beaucoup de gens en France, quoi. Il y a très peu de gens qui peuvent se vanter de ça, donc ça effectivement le niveau des gens qui ont bossé, et ça a toujours été une condition sine qua non. Je préfère avoir pas assez de tatoueurs et trop de travail, plutôt que d'avoir des mauvais à côté de moi ou d'embaucher n'importe qui. Donc ça devient vraiment un super poste dans ton CV, quoi, de travailler ici. Et ça, par contre, j'en suis vachement fier, quoi. Donc, et je continue, j'ai toujours été intransigeant là-dessus. Ceux qui travaillent ici, il faut qu'ils soient bons, qu'ils soient même super bons. Et ça va, ça démarre de l'apprenti, quoi. Quand je prends un apprenti, c'est que c'est quelqu'un qui cartonne vraiment avant même de travailler ici, qui a un niveau de dessin artistique qui est quasiment au-dessus du mien. Quand j'embauche un apprenti, il faut qu'il soit limite aussi bon que ce que je sais faire, voire meilleur, c'est ça qui m'intéresse. Et puis je suis fier aussi d'avoir des gens dont le succès n'a rien à voir avec mon influence, mais qui sont tellement mes potes, avec qui je m'amuse tellement, et avec qui c'est toujours une mini-convention de travailler à côté, et qui viennent travailler ici, des fois, comme Tiraf qui est là une semaine de temps en temps, ou comme Alix qui est là un jour par semaine, ou comme Michael de Poissy qui est là un jour par semaine aussi. Ça, j'en suis vachement fier aussi, parce que c'est quand même du super gros blaze, c'est vraiment du niveau... du top niveau, et puis il travaille là de temps en temps régulièrement, et voilà, on s'amuse bien, et on travaille, on est vraiment copains comme cochons, quoi, puis on fait bien les cons, et puis ça fait du bien aussi, quoi. Parce que voilà, être sérieux, ça veut pas dire se prendre au sérieux. On peut être sérieux en ayant l'air de pas l'être. Donc, je m'appelle Mathias Bugot, je suis tatoueur à Art Tribal Tatouage à Lyon
J'ai ouvert le shop en 1994, ce qui fait que je vais donc fêter mon 20e anniversaire de tatouage dans quelques mois, dans 2 mois. J'ai jamais vraiment essayé de développer un style personnel. J'ai jamais voulu forcer quelque chose qui n'était pas naturel. En revanche, c'est vrai que j'ai toujours apprécié, voire jalousé, les gens pour qui c'était évident, pour qui c'était facile. Mais je m'en rends compte maintenant avec le recul, puisqu'après 20 ans de travail, je pense qu'on peut dire que j'ai un petit peu de recul sur ce que je fais. J'ai pris le parti finalement de rester sur les traces de la vieille école en fait. J'essaye pas d'apporter des choses nouvelles dans le tatou. En revanche, il y a des choses qui fonctionnent et il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Et dans tous les styles. Et j'essaye de piocher dans chaque style qu'est-ce qui va être le plus efficace, qu'est-ce qui va donner le plus de force à un tatou. Et en fait, ce que tu apprends en travaillant un style, tu vas pouvoir le ressortir d'une façon différente dans un autre style. Et en fait, si tu touches à tout, ça te permet après de resserrer tes connaissances et de les mettre au profit de ce que tu fais en fait. Et même si je fais plein de choses différentes, j'ai fait pendant des années, j'ai fait pas mal de japonais ou néo-japonais, des pièces traditionnelles américaines. J'ai fait énormément de tribal aussi il y a quelques années. Mais c'est toujours des tatous qui restent hyper forts, hyper efficaces, très tranchés et surtout hyper lisibles, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse dans le tatou, c'est le côté immédiat. C'est tu relèves ta manche et tu as le tatou qui vient à toi directement. À partir du moment où tu regardes un tatouage et que tu commences à être obligé de plisser les yeux, te rapprocher, prendre le bras, le faire tourner pour le lire, c'est que déjà il y a un truc qui ne fonctionne pas, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire des tatous qui soient le plus lisibles possible. Pour chaque pièce, je vais d'abord avoir un premier entretien avec mon client qui va nous permettre de voir quelle option on prend, de discuter du projet, de la taille, du fond, de la forme, tout ça. Et directement, je fais un croquis sur le corps, mais vraiment les lignes directrices, les masses, les mouvements, ce qui me permet, comme je fais que des grosses pièces, c'est toujours des tatous qui tournent, qui subissent les déformations du corps, les articulations. Et d'ailleurs c'est ça qui m'intéresse dans le tatou, c'est que ça soit, c'est que c'est posé sur le corps et que c'est vraiment vivant et que ça se module avec la vie, avec les mouvements, avec les muscles. Et ça, dès que tu fais un tatou qui est de grande envergure, qui va prendre de la place sur le corps, tu peux pas passer à côté de ça. Sinon, tu fais des erreurs, tu vas avoir des mouvements qui vont pas fonctionner. Et donc, je passe toujours beaucoup de temps en amont pour préparer mon dessin, pour que quand je vais poser mes calques pour faire le tatou, tout soit vraiment, si ce n'est millimétré, mais même pas loin, quoi. Je fais un patron en fait, comme de la couture. Je fais un patron avec les lignes directrices, la structure du tatou, qui pourra être éventuellement modifiable au dernier moment, s'il faut décaler un petit peu les objets les uns par rapport aux autres. Et c'est ça qui va me permettre de faire mon dessin à l'échelle 1 pour pouvoir ensuite faire le tatou. Et je laisse toujours une part d'improvisation pour que, même si je fonctionne vachement avec des recettes, avec des habitudes, pouvoir être réactif. Si tu as la bonne idée qui arrive au dernier moment, on va pouvoir le faire, la mettre en œuvre
Mais c'est vrai que dans mes compositions, j'essaye toujours de faire en sorte que ça soit fluide ou très tranché, mais qu'il y ait toujours un parti pris qui soit net. Et ça peut être qu'efficace que si c'est limpide, que si c'est fluide, que si cette pièce-là, elle est posée là et qu'elle va bouger comme ça, et elle sera mise en valeur par le fond qui va faire que... Souvent les tatoueurs parlent de contraste, effectivement, on peut pas, sur le fond et la forme, on ne peut pas échapper au contraste, c'est pas possible. Mais il y a encore un truc qui est encore plus important pour la lisibilité d'un tatou, et d'autant plus si c'est une grande pièce, c'est le rythme. Et ça on entend rarement parler chez les tatoueurs, c'est que le contraste, effectivement, c'est ce qui va donner la profondeur, c'est ce qui va donner la lumière à un tatou, c'est ce qui va lui donner sa densité. Mais s'il n'y a pas de rythme, et ben, l'effet recherché par ce contraste peut être complètement annulé. Et quand je parle de rythme, et surtout sur des tatous qui vont être en monochrome par exemple, c'est que sur le même tatou, une zone ou une pièce serve à celle qui est à côté. Et réciproquement, ce qui fait que tous les détails d'un tatou vont pouvoir ressortir l'un par rapport à l'autre. Et on ne peut pas faire une zone de lumière si on n'a pas mis une zone d'ombre derrière. Et inversement. Et si on fait un dégradé tout doux, le dégradé ne paraîtra pas tout doux s'il n'est pas à côté d'un truc un petit peu plus rugueux, qui aura un petit peu plus de matière. Voilà, et donc c'est encore un point sur lequel j'essaye de travailler au maximum sur la juxtaposition de choses qui vont se servir mutuellement en fait. No sunshine anymore, and I'm lying on the floor again. You don't forgive me, then I have to pay. Donc l'évolution du monde du tatou en France, effectivement, bah, c'est indéniable, hein, ça a bougé énormément. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'aurais du mal à juger en termes de qualité, tu vois ce que je veux dire. Je peux pas émettre un jugement de valeur sur ce qui se passe. Dans les choses positives, on peut forcément noter qu'il y a plein de jeunes tatoueurs qui arrivent maintenant et qui tatouent depuis 4-5 ans et qui font des super boulots. Comme tous les anciens, malheureusement, je vais vous parler d'Internet. Internet, quand j'ai commencé, il n'y avait pas Internet, donc ça ne circulait pas aussi vite que maintenant. L'avantage, c'est que l'information circule. Le revers de la médaille, c'est que du coup, tout va trop vite. Et le tatou, c'est quand même quelque chose qui est pas fait pour aller vite, c'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose c'est long à faire, c'est laborieux, et pour le tatoué et pour le tatoueur, et ça dure une vie. Donc c'est vrai que je trouve ça toujours un petit peu dommage qu'une pièce qui a été faite par des dizaines d'heures, avec passion, avec acharnement, passe une heure sur Instagram ou Facebook et après tombe dans l'oubli directement. Hey, yeah, hey, yeah.